Avant que cette vidéo commence, je t'invite à liker et partager la vidéo. Cette vidéo constitue plus de 550 heures de boulot, elle a pris 4 mois à se faire, donc je vous invite à la partager car le travail derrière est fort. Le contenu et la recherche est aussi très importante. Si vous voulez aider aussi, vous pouvez aller sur Utip. Et enfin, vous pouvez partager la chaîne de Shive qui est une excellente youtubeuse et qui mérite énormément plus d'abonnés. Sur ce, bon épisode! Ah, Kawaii, aujourd'hui on va regarder la télé vu qu'on n'a rien d'autre à faire et vu que je n'ai pas d'idée de vidéo et que la chaîne ne marche pas trop. Donc on va essayer de trouver des idées sur la télé, je sais pas, hein. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant. Kawaii, tu as bien fermé la porte d'entrée, j'espère. Mais c'est quoi ces émissions? Et on doit payer une redevance pour ça? Et franchement, c'est n'importe quoi. Oh mon Dieu, un zombie! Ah, Kawaii, tu as oublié de fermer cette putain de porte. Bon, c'est pas grave, je vais aller contacter une experte des zombies. Tiens, ça m'a donné une idée, on va faire un épisode sur The Walking Dead, les origines du virus. Et pour la peine, hein, vu que t'as pas fermé la porte, tu vas t'occuper de ranger tout ça et tu vas me débarrasser de ce cadavre du salon. Allez, fais ça, hein, dépêche. Huit saisons de The Walking Dead, 4 saisons de Fear the Walking Dead, bientôt 5 saisons du jeu Telltale, 182 issues du comics se sont passées et pourtant on ne se pose plus cette question essentielle: d'où vient le virus qui fait revenir les morts en zombies? Et comment s'est-il propagé? Tout d'abord, il est nécessaire de faire le point sur ce que nous avons pu acquérir comme connaissance sur les zombies. Toute personne vivante est infectée, du moins au moment de l'arrivée du virus. Le virus se situe au niveau du cerveau. Il réveille le tronc cérébral après la mort et rétablit les fonctions motrices sans pour autant rétablir la respiration et le flux sanguin. Les rôdeurs mangent seulement ce qui est vivant. Il faut endommager le cerveau pour les arrêter. Les animaux ne sont pas affectés par le virus. L'épidémie semble mondiale. Une morsure de rôdeur est fatale. Les rôdeurs ne sont seulement intéressés que par la nourriture. Ils sont lents car ils ne peuvent pas courir. Ils ont une intelligence très limitée et leur décomposition est très lente. Le virus se propage de façon à ce que tous les êtres humains soient infectés. Il y a donc un dénominateur commun à toutes les contaminations. Comme le dit le Dr Jenner, le monde entier a été contaminé. Il fait d'ailleurs allusion aux Français qui sont les scientifiques qui ont tenu le plus longtemps, au point qu'ils étaient proches de trouver un remède au virus. Dans le one-shot Alien, qui relate les événements liés au frère de Rick, Jeffrey Grimes, nous constatons que l'Espagne est elle aussi contaminée. Quant à Fear the Walking Dead, elle évoque la contamination du Canada et du Mexique. Merci Shive. Ce processus de contamination est assez spécial. Tout le monde a le virus mais personne ne sait pourquoi. Cela me rappelle la contamination au CMV, alias le cytomégalovirus, virus de la famille de l'herpès. Plus de 2,5 quarts des adultes de la planète sont contaminés. Vous avez peut-être été contaminé par votre maman lorsque elle était enceinte de vous, ou dans les crèches, les écoles, etc. Pour info, dans les pays en développement comme le Mexique, c'est 90% de contaminés, et aux États-Unis d'Amérique, plus de 50% d'infectés. Cette infection est très subtile, voire sournoise, elle est inaperçue chez 90% des adultes. Mais rassurez-vous, ce virus dort en vous et ne se réveillera sûrement jamais de votre vie, sauf si vous avez le sida ou une transplantation ou autre chose qui touche le système immunitaire. Et il y aurait même une corrélation avec une diminution de l'espérance de vie. Mais attention, il y a aussi des centenaires qui l'ont, donc ne foncez pas chez votre médecin, ne paniquez pas. La question est la suivante, est-ce que ce virus dans The Walking Dead aurait cette stratégie? Je vous laisse dérouler la suite. Qu'est-ce que les humains consomment tous sans exception? Bien évidemment l'eau, qui est l'élément le plus vital. Dans la saison 1 de Fear the Walking Dead, nous sommes témoins du moment où tout a basculé. Comment les rôdeurs se sont multipliés à une vitesse grandissante.
Il est dit qu'au départ, il n'y avait que quelques cas dans 5 États, et que ces événements n'étaient pas connectés. On pourrait donc en conclure que la propagation du virus s'est effectuée au départ à travers les grandes villes. Serait-il possible que l'autre ville contienne donc un agent chimique ou une bactérie qui aurait causé ce chaos? L'eau est très présente dans les plans du premier épisode de Fear the Walking Dead, notamment lorsque Nick se réveille après s'être injecté une dose d'héroïne près d'un bidon d'eau. On peut noter également que Calvin, qui reviendra d'entre les morts quelques minutes plus tard, boit un verre d'eau fraîche aux côtés de Nick. Alicia, elle, sort trempée de la douche. Mais plus important encore, la possibilité que l'eau soit contaminée est même envisagée dans l'épisode. Voyons si cette théorie semble plausible pour Science Manga. Une bactérie dans l'eau? Mais charmante idée! Alors, bonne question, il faut savoir que rechercher la totalité des bactéries ou des virus dans l'eau est quasiment impossible car nous n'avons pas la technique et en plus les enjeux économiques seraient trop énormes. Alors, il y a soit dans l'eau des bactéries, des virus ou des parasites protozoaires. Si on prend les bactéries, elles causent des problèmes gastriques, les virus sont souvent dans les selles, alias les excréments, ainsi que les parasites protozoaires. Le seul souci de cette théorie, c'est que ce sont des vecteurs de maladies assez symptomatiques, donc j'aurais du mal à placer cette contamination via l'eau. Si l'on évoque dans cette vidéo Nick, on peut bien évidemment parler de drogue. Outre les théories qui tentent de rendre Walter White et sa mèche bleue responsables de l'apocalypse, il existe dans la vraie vie une drogue nommée Flakka, plus connue sous le nom de Zombie Drug. Cette dernière est une drogue bon marché fabriquée en Chine et aux effets dévastateurs, car elle rend particulièrement agressif. Paranoïa, hallucination, psychose, augmentation de la force dans le meilleur des cas, et provoquant dans le pire des cas des envies de suicide et de cannibalisme. Certains faits divers qui ont été rapportés sont dignes d'un épisode de The Walking Dead. Il serait donc possible que dans l'univers de The Walking Dead, une drogue provoquant les effets que l'on connaît dans les différentes œuvres ait été créée par des chimistes en herbe peu scrupuleux. Reste à déterminer comment cela a pu tourner en pandémie. Un avis sur la question sans ce manga? La drogue? Excellente piste. Alors cette drogue, tu as tout détaillé, d'ailleurs tu as fait un super boulot, mais je ne pense pas que ça soit bon sur le long terme, parce que pour contaminer les gens, il faudrait que les zombies créent la drogue et qu'ils courent avec des seringues et fassent « Venez, je vais vous droguer, venez, je vais vous injecter le produit ». Et à chaque fois, il faudrait avoir un processus d'injection et de contamination qui serait un peu étrange, et je pense que sur le long terme, ça ne marcherait pas. Blague à part, il faudrait que la drogue ne puisse pas être éliminée par les reins ou l'appareil digestif ni métabolisée par le foie qui pourrait neutraliser les effets. De plus, qui fabriquerait en continu cette drogue? Les survivants? Les zombies? De plus, le mode de contamination que l'on voit dans la série n'aurait pas de sens, à moins que les zombies aient une formation continue de cette drogue dans leurs glandes salivaires et le propageraient via la morsure. Pour moi, cette option est scientifiquement impossible. Voyons d'autres pistes. Prochainement, des zombies ont pris de la drogue, des zombies sont déchaînés, on parlera de Walking Junkie. Bientôt dans les salles. Je suis sûr qu'on ferait fureur avec une idée comme ça. Hypothèse la plus probable puisque la Terre entière semble être touchée par l'épidémie, la transmission par l'air. Le seul dénominateur commun à tous les humains puisque tous les humains respirent le même oxygène. Bob the Reddit User émet l'hypothèse qu'il puisse s'agir d'un virus modifié de la rage, car en effet il existe de nombreux points communs entre la maladie et les symptômes évoqués dans la série. Lorsqu'une personne est mordue par un porteur de la rage, le tissu est infecté par le virus, ce qui a pour conséquence de propager ce dernier le long des nerfs jusqu'au système nerveux central. Lorsque le virus arrive au cerveau, il est trop tard. Plus aucun vaccin n'est possible, car la maladie s'est déclarée. La fièvre, la confusion, l'hallucination font partie chez l'humain des symptômes révélateurs de la rage, qui est mortelle 2 à 10 jours après l'apparition des premiers symptômes. Il est possible de relier cela aux conséquences d'une morsure de zombie, la personne n'ayant que pour seule possibilité de s'en sortir, de couper le membre infecté avant que la maladie se propage dans le corps de la victime, en proie à une forte fièvre. Jim n'est pas un monstre ou un simple chien enragé. Par ailleurs, le Dr Jenner l'explique, le virus redémarre le tronc cérébral, endroit même où s'achève la course du virus de la rage. Rage qui chez les animaux provoque une grande agressivité qui les pousse à mordre tout ce qui les entoure. Cependant, il reste plusieurs points à éclaircir, puisque nous avons tous connaissance d'une célèbre phrase issue du comics et de la série. We're all infected. Si l'on suit l'hypothèse du virus modifié de la rage, comment se fait-il que si tout le monde est porteur de la maladie, personne ne meurt directement de celle-ci? Serait-ce dû à une très longue incubation? L'incubation du virus de la rage étant compris entre 12 jours et plusieurs années. Serait-ce un virus latent où la mort ou la morsure par un zombie provoquerait la déclaration de la maladie? Il faudrait par ailleurs que le mode de transmission soit différent du virus original afin de provoquer une réelle pandémie mondiale. La rage est un exemple parmi tant d'autres, mais de nombreux virus modifiés pourraient être candidats à l'élection du virus de l'apocalypse. Vous savez pourquoi le centre de contrôle des maladies existe? Pour protéger des gens comme vous de tout un tas de saloperies qui sont extrêmement dangereuses.
plus meurtrières que des bombes atomiques. Comme des souches du virus Ebola, capables de ravager la moitié du pays. Des trucs à pas laisser sortir, quelles que soient les circonstances. L'existence du virus pourrait avoir pour cause la création d'une arme bactériologique dans le cadre d'une future guerre et qui aurait mal tourné à la suite d'une erreur humaine ou un sabotage. Ce qui expliquerait le fait que les autorités n'ont aucune envie que cela s'ébruite. Il pourrait s'agir d'un attentat contre des pays ciblés. Après tout, nous n'avons aucune réelle certitude que tous les pays du monde soient réellement impactés par la contamination. Il conviendrait d'ailleurs de déterminer si la morsure d'un zombie provoque la transformation directe, ou si elle provoque une infection telle que la rage ou un choc septique, causant la mort qui mène dans tous les cas à une transformation. Je pense que Science Manga sera plus qualifié que moi pour se prononcer sur la nature du virus. Tu me lances un défi. J'accepte volontiers de relever. Pour cela, j'aurais besoin d'un mot-clé. Virus, la définition, c'est un ensemble de protéines ou particules microscopiques qui ne peut se répliquer qu'en pénétrant dans une cellule et en détournant à son avantage la machinerie cellulaire. Ils peuvent infecter les animaux, végétaux et même les bactéries. Là, on parlera de bactériophages. D'ailleurs, National Geo a fait un documentaire sur ce sujet. Panique sur Terre, numéro 1, les zombies. Pour résumer, un virus modifié de la rage est jeté dans l'océan. Il va contaminer une baleine, celle-ci va mourir du virus et échouer sur la plage. Lors de la dissection de cette dernière, une des volontaires va être infectée par ce virus. Ce virus va être aéroporté et il va contaminer, comme la grippe, beaucoup de gens, qui vont être porteurs asymptomatiques jusqu'à ce que ça se déclenche. Mais le souci, il y a une faille dans cette théorie, c'est la peur de l'eau, alias l'aquaphobie, communément aussi appelée hydrophobie. Les infectés de la rage ne peuvent plus déglutir et ils ont leur salive qui écume leurs lèvres. Le fait de ne pas pouvoir avaler leur salive leur donne une peur bleue de l'eau. Or, les zombies dans The Walking Dead n'ont pas peur de l'eau, au contraire. Et comme pour rebondir avec ça, et comme je suis un personnage mélange science et la pop culture, j'ai décidé donc de faire une petite expérience dans mon petit laboratoire. J'ai donc utilisé deux cobayes, un que j'ai mis un placebo, et qui sera le témoin, et le deuxième à qui j'ai injecté le virus de The Walking Dead, et on va voir les effets sur son métabolisme et sur son corps. Nous allons donc faire une expérience. Je vous présente SM numéro 123, mon clone esclave. Mais SM, l'esclavage n'est-il pas aboli depuis des siècles ? Pas dans cette maisonnée, mon ami. Pas dans cette maisonnée. Alors, esclave SM, est-ce que tu te sens bien? J'aimerais avoir des réponses de ta part. Kawaii. Bon, ben, c'est les aléas du direct, je dirais. Bon, j'arrive. Et si on reprenait? Ok. Ok. Virus, bactéries, drogue, et si finalement le coupable se trouvait dans la nature? Un coupable qui se promènerait dans les airs, des spores par exemple, qui, se développant en champignons dans le cerveau de l'homme, en prendraient le contrôle. Au hasard on va dire l'Ophiocordyceps unilateralis. Ce serait du déjà vu puisque The Last of Us a déjà exploré le concept, mais admettons qu'il s'agisse bien de cela. L'Ophiocordyceps unilateralis est un sacré phénomène. Il est connu pour ses propriétés très spéciales. C'est un champignon qui, pour se reproduire, comme beaucoup d'autres végétaux, dégage des spores. À ceci près que les spores vont se loger dans la tête d'une victime, le plus fréquemment une fourmi. Le champignon va alors se développer à l'intérieur de celle-ci de son vivant, pour ensuite en prendre le contrôle. Le champignon forcera la fourmi à monter le plus haut possible, à planter ses mandibules de façon à rester accrochée avant que celle-ci ne meure. En effet, le champignon a besoin de se situer le plus haut possible pour que les spores puissent être emportés par le vent. C'est la raison pour laquelle il prend le contrôle de la fourmi. Dans le cas de The Walking Dead, tous les humains seraient infectés par les spores, mais le champignon ne se développerait qu'à la mort de l'hôte. La nature souhaiterait donc reprendre ses droits ? Elle maltraitée par l'homme depuis tant d'années. Il s'agirait donc d'un mécanisme d'autodéfense. Certaines allusions appuyées sont faites dans Fear the Walking Dead. Dans le premier épisode, Travis analyse avec ses élèves l'œuvre Construire un feu de Jack London. Celle-ci met en opposition l'homme avec la nature. En effet, le personnage principal est bien trop arrogant et sous-estime la force de la nature. Cet homme qui n'a aucune considération pour la vie animale utilise son chien pour éviter les dangers, et souhaite même le tuer pour se réchauffer les mains. Jack London dépeint dans son œuvre un homme qui, pensant pouvoir se servir de la nature, sera victime de celle-ci. C'est pas eux qui sont infectés, Travis. C'est nous. Les mauvaises herbes arrachées par Mère Nature. Le monde a atteint un point de rupture. C'est sa manière de dire ça suffit. La conclusion de Travis sera la suivante. La nature gagne toujours. La potentielle vengeance de la nature est une cause qui tangue vers le métaphysique, qui serait, je vous l'accorde, un peu tiré par les cheveux, mais ô combien poétique. Ça pourrait être une maladie microbienne, virale, parasitaire, fongique. Ou bien un châtiment divin. C'est envisageable. Le Cordyceps, encore une excellente théorie.
Mais le souci, comme tu l'as dit, c'est l'histoire des spores, parce qu'il existe une autre entité qui produit des spores, ce sont les bactéries. Cela permet ainsi à ces bactéries de se protéger de conditions extrêmes, que ce soit climatiques, environnementales, et pour contrer aussi un traitement antibiotique. J'ajouterai aussi que Cordyceps infecte les insectes. Heureusement que nous avons une barrière interespèce qui empêche ce parasite de nous atteindre. Pour les néophytes, en gros, nos cellules ont des molécules sur leur surface qui sont incompatibles avec le virus. Donc vous voyez ça, l'effet clé-serrure. Donc ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas traverser la porte, ils ne peuvent pas infecter la cellule, ne peuvent pas détourner la machinerie cellulaire et donc ne peuvent pas se répliquer et donc ces virus meurent. De plus, j'ajouterai une petite info. Il est utilisé comme complément alimentaire car il a beaucoup de vertus thérapeutiques au niveau du cœur, au niveau de l'organisme. Il est utilisé pour beaucoup de choses. On en trouve dans les yaourts. Pour info, dans The Last of Us, la contamination est d'origine alimentaire. La contamination se fait soit par morsure, soit par dissémination de spores. Or, si je ne me trompe pas, aucun zombie dans Walking Dead ne fait ça, la production de spores. Et les hôtes de Cordyceps restent vivants. Donc on oublie l'idée pour le champignon. Trop de paramètres à prendre en compte. De plus, j'ajouterais que Cordyceps devrait affronter une muraille de Chine, impénétrable, un coffre-fort, car notre corps n'est pas aussi facile à attaquer que ça, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Il y a énormément de barrières, que ce soit la peau, que ce soit au niveau même du système immunitaire. Et oui, le système immunitaire humain est très compétent et il peut se charger de neutraliser ce saloperie de champignons très rapidement. Il serait intéressant de se demander pour quelles raisons l'épidémie touche l'ère moderne et si une épidémie similaire a déjà eu lieu par le passé. Serait-il possible que la même épidémie ait touché d'autres créatures vivantes il y a de cela des centaines de millions d'années? Avec l'arrivée de l'industrialisation et la constante recherche d'innovation technologique, la Terre s'en est trouvée bouleversée. L'augmentation du taux de CO2, de méthane, de protoxyde d'azote et de gaz fluorés dans l'air ont provoqué le déclenchement du réchauffement climatique qui, à son tour, cause depuis quelques années la fonte des glaces. Les glaces conservent depuis des millions d'années des vestiges du passé qui s'avèrent être à la fois fascinants pour certains et effrayant pour d'autres. Ainsi, les scientifiques, inquiets, s'affairent à rechercher la présence de virus dans les glaces. Ces recherches sont d'ailleurs fructueuses, puisqu'elles ont déjà permis de trouver des virus géants, dont le pitovirus Sibericum, qui, comme son nom l'indique, a été trouvé dans le permafrost sibérien. Ce dernier serait vieux de 30 000 ans, ère pendant laquelle a eu lieu l'extinction de l'homme de Néandertal, et serait le virus le plus géant ayant été découvert à ce jour. Bien que les scientifiques aient réussi à le réveiller, le pitovirus Sibericum est inoffensif pour l'homme. Cependant, cela signifie tout de même que des agents pathogènes nocifs pour l'homme peuvent d'une manière similaire refaire surface. J'ai bien conscience que ça a l'air dingue. Mais si on analysait les fossiles, en sachant ce que je sais de la contamination, on ne pourrait pas affirmer que ce n'est pas ça qui a tué les dinosaures. Je pense pas que ce soit le cas. Non. Mais j'adore l'idée d'un ankylosaure mort-vivant en train de courser un diplodocus. Si on suit l'hypothèse de Gène, les dinosaures auraient pu être eux aussi infectés par le virus zombifiant, causant chez eux les mêmes symptômes que chez l'être humain. Le virus aurait pu provoquer l'extinction d'une certaine quantité de dinosaures, puis l'espèce se serait définitivement éteinte suite à l'impact d'une météorite ou à un phénomène volcanique d'ampleur mondiale. L'hiver d'impact ou l'hiver volcanique qui s'en serait suivi aurait contribué à enfermer le virus dans la glace pendant des millions d'années, jusqu'à que celui-ci ne se réveille consécutivement à la fonte des glaces, touchant ainsi l'ensemble de l'humanité. Il serait même possible de pousser le raisonnement plus loin en imputant au virus la responsabilité de l'extinction d'autres espèces humaines, telles que l'homme de Néandertal et l'homme de Flores, il y a de cela des dizaines de milliers d'années. Un virus venant des temps anciens, l'idée est très intéressante. Mais pour moi, il y a un souci majeur et je vais te l'expliquer. Notre chère petite boule bleue a des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires, c'est-à-dire qu'il y a un réchauffement climatique entre les deux et une période qui est beaucoup plus froide. Alors, soit le virus est logé dans les ossements de dinosaures et il est resté endormi, soit il est attaqué d'autres espèces qui ont été porteuses saines, le virus ne s'est pas déclenché, soit il est resté dans une zone qui n'a pas de gelée, et ça serait un petit peu problématique vu que des fois c'est des réchauffements globaux et que les calottes glaciaires fondent complètement. Donc là, cette proposition peut marcher, mais il y a quand même des zones d'ombre. Est-ce que ce virus aurait pu subsister pendant des siècles, des millions d'années? C'est assez compliqué. Néanmoins, les scientifiques ont des craintes vis-à-vis par exemple de la peste noire, qui aurait encore à l'heure actuelle des résidus dans certains cadavres, donc il y a plus de 600 ans. Donc ça pourrait être logique, ça pourrait être plausible, et ça serait très intéressant. Donc il faudrait creuser ça, et j'espère qu'un jour The Walking Dead nous sortira quelque chose de similaire. Mais c'est une excellente idée, et moi je la valide pour l'instant. Alors, quelle est la ressemblance entre un varan de Komodo et un zombie de The Walking Dead? Vous avez 10 secondes.
La réponse était le mode de prédation. Alors le varan de Komodo a un mode de prédation assez spécial. Le varan de Komodo va mordre un animal, cet animal va partir, va fuir, et au bout de quelques heures, quelques jours, l'animal va mourir de septicémie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une contamination microbienne au niveau du sang qui va être anarchique et le système immunitaire va être dépassé et la bête va mourir. Et après le varan de Komodo va venir se servir tranquillement alors que bon, c'est pas très compliqué pour lui. Et vous voyez l'analogie avec la morsure de zombie. Et là je vais aller encore plus loin. Vous savez pourquoi la morsure de zombie tue? La totalité de l'humanité possède une arme fatale, c'est la bouche. Cette bouche contient des dents, et dans ces dents, il y a une flore de bactéries, d'une flore de parasites qui sont dans votre bouche et qui maintiennent un certain équilibre naturel. Cet équilibre naturel peut être rompu, c'est le cas par exemple lorsque vous êtes atteint d'une carie. Sachez une chose, vous n'avez pas besoin d'être un zombie pour faire énormément de dégâts en mordant quelqu'un. Et oui, quand vous mordez quelqu'un, et si la personne ne fait aucunement attention à désinfecter la plaie, elle peut avoir de très gros soucis au niveau de cette plaie qui va vraiment s'infecter. Alors maintenant, imaginez un cadavre réanimé qui aurait des bactéries en plus de décomposition à l'intérieur. Vous imaginez même pas les dégâts que ça ferait au niveau du système sanguin de la victime qui se ferait mordre. Et quand on voit la liste de symptômes que Shiv a détaillé avec la fièvre, avec les bouffées de chaleur, avec les raideurs au niveau des muscles, avec les os qui font mal, là il y a quelque chose qui me vient et qui me saute aux yeux, c'est quelque chose qui existe dans le domaine médical. Ce phénomène naturel tue des millions de gens par an. C'est le phénomène du cytokine storm. En français, l'orage cytokinique. En gros, le système immunitaire s'emballe au-delà de la normale avec une surproduction de cytokines qui sont les médiateurs chimiques de l'inflammation. Ici, le corps, au contact de ces micro-organismes suite à la morsure, va produire à tort et à travers ces cytokines, ce qui va provoquer des douleurs dans les membres, une peau brûlante, une paralysie des membres, problèmes respiratoires, une défaillance au niveau des reins, une mort cellulaire, une nécrose, et enfin une défaillance des organes entraînant la mort, et cela peut aller très vite en quelques heures à plusieurs jours. Tiens donc, ça ressemble pas aux effets de la morsure de zombie, ça? Et si je vous disais que ça pouvait n'être rien de tout cela? Ni cause humaine, ni naturelle, ni divine. Et si les responsables venaient d'ailleurs, par exemple d'une autre galaxie? Ça vous semblerait délirant et pourtant... Robert Kirkman a essuyé de nombreux refus avant de pouvoir enfin publier son comics à succès. C'est la raison pour laquelle, afin d'y parvenir, il lui a fallu mettre au point un stratagème. En effet, à l'époque, les comics ayant pour thème les zombies n'avaient encore jamais rencontré le succès. Kirkman a donc dû ajouter un élément qui distinguerait totalement son œuvre des autres comics à thématique zombie. Il a fait croire à Image Comics que l'histoire de The Walking Dead annonçait une invasion alien. Selon lui, afin que les aliens puissent conquérir la Terre, il leur fallait au préalable se débarrasser de tous les humains. Raison pour laquelle ils ont créé le virus responsable de l'apocalypse zombie. Une fois le premier tome publié, Kirkman avoua qu'il ne s'agissait seulement que d'une histoire inventée pour faire publier le comics. Puis, quelques années plus tard, il plaisanta sur le fait que l'arrivée d'une invasion alien aurait certainement ruiné le comics. Toutefois, un clin d'œil est fait à cette histoire à la fin de l'issue 75, et en couleur qui plus est. Rick se réveille d'un coma, encore... Terrifié par ce qui est advenu de la Terre, ce dernier apprend de la bouche de Tyrese et de Michonne que les aliens se sont emparés de la Terre car ils en convoitent l'eau. Les aliens ont répandu le virus et ont fait des derniers survivants, des esclaves ayant pour tâche de les aider à récupérer l'eau. Et si au final, il était réellement question de cela? Puisqu'il est à ce jour impossible de justifier les éléments menant à l'apocalypse zombie par des causes rationnelles. Mais aurons-nous un jour la réponse? Cela semble peu probable, Kirkman ayant pour but de centrer l'histoire de The Walking Dead sur les personnages et leur capacité à survivre. Il ne souhaite donc pas aborder l'origine du virus, sujet qui a été moult fois abordé dans de nombreuses œuvres. Bon, on va passer directement au sujet numéro 2, celui qui a été infecté par le virus zombie. Yes, ça a marché. Mais maintenant nous allons voir si ça marchait. Normalement le zombie a perdu toute sa personnalité et n'a qu'envie que d'une chose, manger un cerveau. Et je vais mettre autre chose, quelque chose que des gens qui n'ont pas de cerveau adorent. Donc nous allons voir s'il va choisir le cerveau ou s'il va choisir autre chose. Allez, vas-y, ne me déçois pas. Allez. Allez.
Non. C'est un fail. Pourquoi tu me fais ça? Bon, bah, c'est la fin de l'émission. Alors, j'espère que cet épisode de Science Sci-Fi vous a plu. Si vous voulez aider la chaîne, partagez, likez, allez sur le Utip et surtout partagez la chaîne de Shivana qui a fait un excellent boulot. Elle mérite beaucoup plus d'abonnés. Je vous conseille d'aller faire un tour. Son contenu est pro et je vous dis à très vite. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!